l'avantage de passer quasi à la fin, c'est que tout le monde a parlé de tout et ça. Donc, moi, je vais faire court, mais je vais quand même revenir juste deux, trois commentaires et après des questions. Ce que Lucie a mentionné sur l'apparence de positivisme quand on est au début du chapitre, je le partage tout à fait et tu y réponds quand même en prenant une certaine distance. Puis je pense que le parcours doctoral nous demande des fois d'avoir une volonté de théorisation qui nous joue des tours. Je pense qu'on sent l'évolution et je pense que tu es rendu quand même beaucoup plus loin dans ce que tu nous as présenté ce matin. Le cheminement te fait au niveau du cadre théorique. Par contre, et ça ne sera pas une question, parce que je pense qu'il y a un cheminement à faire, il est, selon moi, encore à faire au niveau de comment on comprend la planification. Dans les réponses données au terme planification, on tombe beaucoup dans le cadre bâti, la planification spatiale, mais par contre, tu utilises aussi des phrases comme faire le deuil de radiométrie. Ben, la planification, c'est aussi peut-être, dans ton cas, faire le deuil du cadre bâti, puisque la planification est nécessairement autre, et tu l'as assez bien démontré même dans ta dernière réponse, que planification ne rime peut-être pas avec cadre bâti, rue, ça, et je pense qu'il y a une tendance, par ta formation peut-être précédente, à reproduire la planification dans un cadre, disons, et à la fois traditionnel et à la fois hérité d'une simplification où la planification rime avec physico-spatial et cadre bâti. Mais là, on va pas aller dans ma question, parce que j'aimerais quand même un peu trop loin pour voir si tu le souhaites. L'autre élément que je voudrais revenir aussi, c'est qu'on, j'ai beaucoup aimé la présentation. On voit qu'il y a eu un cheminement entre l'écriture de la thèse, la présentation, ce qu'on veut en faire, nos commentaires. Et il faut toujours se poser la question après la thèse, qu'est-ce qui est bien de corriger dans la thèse, en passant au 80-20, donc 80% de résultats, 20% d'erreurs. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Et je trouve que tu as du matériel dans ta réflexion actuelle au jour d'aujourd'hui, tu as du matériel à article qui, selon moi, serait préférable à passer du temps à mettre ta réflexion en article, à corriger des éléments de ta thèse, mais pas tout mettre ton énergie dans des corrections qui feraient en sorte de réajuster ta thèse au moment de ta réflexion d'aujourd'hui. Je trouve qu'il y a une notion de temps qui est importante et une notion d'avenir aussi. Donc, dans l'éventualité où, évidemment, le jury t'accorde le doctorat, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait après un doctorat. Et ben, qu'est-ce qu'on fait un doctorat? La mise en article d'une réflexion ou de plusieurs articles est peut-être tout autant valable que passer trop de temps à corriger quand on est rendu quand même un peu plus loin. Nonobstant qu'il faut quand même des corrections si le temps est. Ma première question, j'ai deux questions, mais j'aurais pu en mettre une troisième qui va avec la dernière partie de ta présentation. Tu nous as parlé beaucoup de deux formes d'adaptation que tu as faites, cognitive, morphologique. Et quand tu as parlé de tes deux directeurs, tu nous as beaucoup parlé de l'adaptation cognitive de tes enseignants, mais pas de morphologique. Il y aurait peut-être eu un peu plus de barbe, un peu moins de cheveux à nous parler. Mais ça aurait pu être tout autant intéressant d'analyser le rapport enseignant sur tes adaptations morphologiques de tes enseignants et pas seulement cognitives. Donc, dans toutes les questions qui me restaient, dans le fond, il y en a deux, mais qui rejoignent, dans le fond, des premières questions que Amina a fait sur certains éléments que tu as répondu entre-temps, mais qu'en partie. Tu nous as parlé de la cité lacuse, des stress qui est subi, mais il y a un stress que tu parles peu, sauf à une fois dans ta présentation, une fois dans ta réponse, c'est le stress de l'impact touristique. Maintenant, cette ville est dans un processus de touristification de l'espace
Et tu nous as dit dans ta présentation, donc on voit 3 maisons, ça c'est l'effet du Bénoné. Dans le fond, on retombe encore dans le cadre bâti. Donc moi je voudrais savoir, première question, quel est l'effet de cette touristification, mais sur le cadre social qui est physico-social de ton milieu. Donc, quel est l'effet de ce tourisme? Quel effet pourrait avoir ce tourisme sur l'organisation sociale qui, selon tes hypothèses, va avoir par la suite des répercussions au niveau du cadre bâti? Au-delà du fait qu'on va muséifier certains éléments bâtis. Ma deuxième question s'inscrit dans la même lignée, mais dans un autre stress, beaucoup plus macro, et qui est le même qui est vécu pour toute communauté autochtone, qu'elle soit du nord ou du sud et c'est quel est le moment de rupture, pour reprendre une chose, entre notre cadre de vie hérité de nos parents, de notre culture, et cette atterri, je ne sais pas comment, cette non-territorialisation de nos désirs maintenant d'habiter et de consommer. On est tous connectés, on voit tous comment les autres vivent ailleurs, on a tous des désirs qui nous viennent, qui ne sont pas connectés à notre milieu, et c'est un nouveau stress. Donc, comment un milieu créé répond à ces stress qui viennent de l'extérieur et qui sont liés beaucoup à nos désirs. Désir de qualité de vie, désir d'habiter, désir d'objets, désir d'un certain luxe. Et comment, si on poursuit, comment, parce que où je restais un peu sur ma fin, ça pourrait être une troisième question. Dans ton évaluation morphologique, tu me parles comment les matériaux ont été remplacés. Mais on l'analyse avec un regard assez du nord de production de matériaux. On n'a plus de paille, on prend de la tôle, on met du béton. Mais il y a une idée symbolique de ces matériaux. Et cette idée symbolique des matériaux nous vient aussi d'un milieu beaucoup plus macro. Donc, est-ce que le béton a un symbole de plus de richesse, plus de confort? Est-ce que l'interne est plus de protection des objets qu'on a à l'intérieur de la maison, la télé, l'Internet, etc. Donc, peut-être aussi cette notion de comment dépasser de l'observation du matériau pour en faire quelque chose plutôt lié à du symbolisme, un certain symbolisme local, mais un certain symbolisme planétaire aussi. Donc, ça serait peut-être mes trois questions posées. J'ai l'impression que j'avais apporté. En fait, j'ai pu me procurer comme le plan de sauvegarde de mise en valeur qui a été promulgué qui a été proposé par le gouvernement béninois. Et ça, c'est le plan de sauvegarde et de mise en valeur d'une partie la plus ancienne du Moyen. Ces deux éléments-là vont être pour moi un élément déterminant pour répondre à l'effet de touristification sur l'organisation socio-spatiale et le véhicule. Parce que si vous faites vraiment attention, déjà vous allez constater qu'il y a un esprit de zonage tout de suite, qui est complètement différent de ce du processus sur plusieurs siècles qu'on observe mis en place par la population elle-même. Et donc l'effet de touristification, l'idée qui a été mise en avant dans le projet d'aménagement du programme d'un PAG du Bénin, à 20 millions de milliards, j'ai oublié le montant, c'est de faire de Gambier un principal pôle touristique mondial. Pour deux raisons. La première,
parce que la cité était inscrite sur la liste indicative du patrimoine. Et donc, ça sert de levier à partir duquel on demande aux gens de venir le visiter. Et surtout, ça amène une manne financière extrêmement importante pour le pays. Donc, ce qui va se passer, c'est que, au lieu cette fois-ci de voir la cité comme étant le résultat d'un processus sur 3 siècles, depuis les rases esclavagistes et tout, l'idée, c'était finalement de figer la cité dans un esprit de résultat qu'on va transformer, donc on va lui redonner une vision qui est propre à l'objet qui est souhaité, donc touristifié. Donc, vous allez voir dans la vidéo, j'ai même mis un zoom sur un hôtel qui a été construit, ainsi de suite. Donc, tout cela, c'est qu'il y a un débat. La touristification, finalement, elle va agir sur la capacité du gouvernement, selon moi, ou de l'autorité locale, à mettre en premier plan la population locale, soit l'amélioration de leurs conditions de vie, prioritairement, qui, elle, par ricochet, va attirer les touristes. Mais l'idée de vouloir tellement comme amener des touristes, des projets de développement, touristification, tout ça, va faire en sorte qu'on va penser tourisme. On va mettre en place, on va produire dans l'espace des équipements, des infrastructures, pour que le touriste soit à l'aise. Et je dirais même que cela va aller au détriment de la population locale. Parfois, on va commencer à résister de façon pacifique, bien sûr, et chercher à négocier pour dire, mais oui, vous amenez des touristes, mais il y aura des implications. Les implications, selon moi, d'abord, c'est que la valeur foncière à Gambier, elle va doubler, voire tripler. Ouais. Et là, cela fera en sorte que finalement, est-ce qu'on va assister à un départ précipité d'une masse de la population juste parce que justement le coût de la vie va exploser? Ça, c'est une première question. L'autre question, c'est qu'il y aura des symboles de l'effet touristique mondial qui vont sûrement apparaître. Par exemple, il y aura peut-être un McDo, je vends un McDo ou d'autres compagnies comme ça, qui dès qu'il y a un effectif touristique important dans une zone de façon régulière, elles s'installent tout de suite et amènent leur code culturel, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça va agir sur la relation centenaire aux ressources écologiques en place. Et je me demande, et je pense que peut-être que la population va commencer à changer ses modes de vie, ses habitudes de consommation. Et ça va être extrêmement délicat parce que pour un peuple qui a toujours su, autochtone, qui a toujours su tirer tout de suite parti de l'environnement et le redonner tout de suite pour créer un équilibre, peut-être que ça peut commencer à expliquer des comportements comme la terraformation que vous avez vu. Parce que la terraformation, je n'ai pas pu voir à quel moment elle a vraiment commencé, mais j'ai constaté que quand je regarde le plan de sauvegarde de mise en valeur, c'est quelque chose qui est encouragé. Parce que la zone là, sur la carte de la cité qui est concernée par le plan de sauvegarde de mise en valeur, c'est la zone la plus terraformée de la cité. Si vous faites attention, vous allez voir, il y a beaucoup d'îlots artificiels et naturels dans cette partie-là. Et donc, du coup, potentiellement, tous ceux qui vont commencer à mettre en place soit des Airbnb ou des trucs de ce genre-là, en terraformer, créer des espaces pour que les touristes se sentent un peu plus sur terre ferme, cela va beaucoup agir sur la capacité que la population a à se nommer toujours hommes et femmes de l'eau. Parce que là, ils seront comme hommes et femmes comme de l'habitat semi-lacustre, partiellement à certains endroits, mais ils seront tellement tentés, selon moi, d'accéder à la manne financière liée à la venue de tellement de touristes qu'il y aura comme un compromis entre le touriste qui est de terre ferme, donc ce qu'on appelle le Aguénon, ce qu'ils appellent le Aguénon, qui vient dans leur milieu, qui va apporter des ressources financières, et eux, les capacités à dire, ah ben on va renoncer à tout ça, on va rester des hommes et des femmes de l'eau, enracinés dans notre civilisation bleue, et ainsi de suite. Donc voici potentiellement pour moi les effets de touristification que j'estime qui peuvent avoir lieu, mais je parle en termes d'hypothèse, parce que tout ça est en cours au moment où je vous parle. Donc le projet a débuté, ils ont commencé à aménager les cheminots, et ainsi de suite, à baliser. Et donc du coup, la population vraiment, elle est vraiment mitigée. Et la grande question de cet effet de touristification, selon moi, va se situer même sur la nature juridique du lac. Parce qu'une fois que le Bénin va finaliser son projet, et il y aura beaucoup de touristes qui venaient toujours dans la tourisme, ils venaient toujours. Est-ce que le Bénin va profiter de cette situation pour finalement comme s'accaparer le cadre juridique du lac en disant, ben, écoutez, c'est nous qui avons investi pour amener les infrastructures, pour augmenter l'offre touristique, et donc du coup, nous, ça justifie que votre appropriation juridique définitive du lac, au détriment de votre lien coutumier ancestral de 3 siècles, qui lui n'a pas vraiment contribué, qui a apporté des touristes dans le temps,
mais qui n'a pas apporté comme une vague masse de touristes venus en très peu de temps avec une gigantesque manne économique qui accompagne cela. Donc il y aura un gros débat. Parce qu'une fois que le Bénin va commencer à voir que tiens, il y a des constructions sur le lac qui sont intéressantes pour les potentiels acquéreurs aussi, ça va amener du développement sur le lac. Est-ce qu'elle va respecter les principes de reste de l'île, de reste communiste, de répartition des zones sur le lac, comme les clans l'ont toujours fait jusqu'à présent? Ou est-ce qu'elle va comme faire fi de tout ça et se mettre à dire, ah, le lac finalement c'est une entité territoriale du Bénin, je prends où je veux, ça m'appartient, bon, je peux vous laisser peut-être partir. Il risque d'avoir de sérieux conflits. Si on remonte dans l'histoire, il y a un président béninois, au début c'était pas un président, mais après il est devenu président, il s'appelle le général Mathieu Kiretou-Feu. Il avait tenté déjà de procéder à un déguerpissement de la population en disant que cette zone-là était une zone informelle, extrêmement dangereuse, ainsi de suite. Il leur proposait d'aller ailleurs. Et la population avait beaucoup résisté. Et finalement, ils ont opté pour une stratégie de les accompagner plutôt, à être inscrits sur le patrimoine, et ainsi de suite. Mais depuis que le Bénin a commencé à faire cette touristification de masse, ou bien cette mise en avant de la touristification de masse, l'UNESCO a réagi en disant, mais ce qui faisait de un milieu authentique, c'est le fait que ce soit le processus continuel sur 300 ans. Et en ayant intervenu dans le processus, en ayant participé maintenant à la production de l'espace et en ayant commencé à faire sortir des infrastructures à gauche, à droite, ainsi de suite, vous l'avez brisé ce cycle-là. Et donc moi, je retire la cité. Donc aujourd'hui, la cité n'est plus sur la liste indicative du patrimoine. Mais de temps en temps, vous allez voir quand même là, dans le marketing territorial, la cité de la Piste de Gambé, la Venise d'Afrique, qui c'est la liste indicative du patrimoine. Mais moi, j'ai vérifié jusqu'à présent, j'ai encore vérifié récemment, elle n'est plus sur la liste parce que le processus a été brisé. Et donc aujourd'hui, les populations, elles sont confrontées à un dilemme. Est-ce qu'il faut résister au point d'aller à l'extrême, ou est-ce qu'il faut quitter pour aller reconstruire autre chose? Au même moment, avec le changement climatique, est-ce que c'est intéressant et intelligent de se mettre à dos tout un pan étatique qui a des ambitions sur le lac, au détriment de notre culture vernaculaire, ancestrale, et ainsi de suite? Donc ça, nous sommes rendus là. C'est le cycle adaptatif dans lequel la cité est actuellement. Donc ce qui fait que je ne peux pas malheureusement vous dire comment ça va se terminer, mais je propose que d'ici 5 ou 10 ans, qu'il y ait une étude complémentaire sur, cette fois-ci axée sur le caractère touristique de la cité, qui reprenne ces éléments-là pour savoir finalement comment tout cela s'est terminé ou quelle trajectoire cela a pris. Pour terminer ma réponse, je vais vous montrer cette courte vidéo. La prof Fiona et moi, nous avons beaucoup, qui va essayer de montrer comment est-ce qu'un milieu urbain, à travers cette trajectoire, va comme passer à des états d'équilibre qu'on souhaite en termes de pérennité, des états d'équilibre qu'on ne souhaite pas. Et nous estimons que si la touristification telle qu'elle est prônée et mise en œuvre actuellement à Gambier, nous risquons peut-être d'assister à une dégradation fondamentale de la relation, de la fonction de l'espace et surtout aussi du niveau de vie, parce que les populations vont se retrouver privées de l'accès à leurs ressources écologiques de base, et le poisson, qui est relié en fait au système parcellaire des pêcheries à Kadja, et puis de se retrouver des paupérisations qui nous y passent. Donc, je pense que c'est tout. Là, je vais peut-être aborder la deuxième question. Oui, oui. C'était surtout les désirs qui venaient de l'extérieur. C'est ça. Ouais. C'est le désir de confort, le désir de modernité. Et là, alors, quel est l'élément de rupture entre l'hérité et le non territorialisé? Et comment le milieu répond à cela? Cette question-là. Non, mais c'est ça, c'est que dans le fond, on pense toujours des milieux traditionnels fermés sur eux-mêmes. Mais c'était vrai avant. Mais plus maintenant, tout le monde a un téléphone cellulaire, tout le monde fait de l'Instagram, tout le monde. Donc, il y a un désir de faire partie, un désir de confort, un désir, entre guillemets, de modernité ou de contemporanéité. Mais, dans le fond, quel va être l'impact sur votre milieu ou comment le milieu y répond déjà? Pour répondre à cette question-là, je voudrais remonter sur cette image ici.
cette idée. En fait, dans un article publié l'année passée avec le prof Bruno, nous étions intéressés sur la perte d'authenticité du territoire parce que justement, il y avait une grande influence entre les villes tout autour du lac Noé, Cotonou, Amérique-Canadie, Saint-Paul, Port-Nouveau, qui rayonnaient sur la cité qui, elle aussi, était de rayonner autrement. Ce qu'on a constaté, c'est que, par exemple, si je prends le type architecture, pour répondre à votre question, ce besoin de se dire moderne va se remarquer, par exemple, dans le type de matériaux utilisés dans la toiture, dans les formes utilisées, comme dans les colonnes avec les arcs, merci. Et tout ça, c'est des éléments qui viennent définitivement comme des luttes terrestres autour du lac. Et ça amène une façon parfois de communiquer sa richesse sur le lac. Parce que faire venir cette architecture là sur le lac, ça demande d'abord de transporter des matériaux lourds avec des embarcations. Ça prend des moyens de transport. Ça prend des techniciens, des maçons qui vont comme couler de l'intérieur de l'eau, et ainsi de suite. Donc ça prend vraiment beaucoup d'argent pour la construction de la structure, rien que la fondation, avant de pouvoir monter à l'étage. Donc, ce besoin de modernité, selon moi, ou cette conjugaison de vouloir se sentir moderne et tout ça, va rimer aussi avec l'affirmation d'indiquer une certaine classe sociale, de montrer, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut construire ça aujourd'hui. C'est pas tout le monde, vraiment, c'est pas tout le monde. J'ai une image que j'ai vue dans la thèse, vous allez voir carrément un habitat palafite, avec des sacs plastiques et tout ça, du raffinage, où les gens continuent de vivre dans ça, mais parce qu'elles n'ont pas le moyen de s'offrir ces trucs, soit dit moderne pour elles, et parce que leur cité est influencée par cette littératie. Et donc, du coup, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin parce que j'ai vu régulièrement comme de nombreux influenceurs sur Instagram, dans le monde, qui viennent souvent à Granville, qui font parfois des œuvres dans la cité. Il y a une que j'ai vue, ils ont fait à la peinture, je pense, deux mains qui se tiennent comme Michel Arrange et tout ça, et pris en photo avec un drone par le haut. Donc la cité, en fait, finalement, elle dit, mais nous sommes une partie du monde, nous sommes comme on était peut-être un milieu enclavé qui résistait à l'avancée de telle ou telle chose, ou qui essayait de se définir par son identité. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a un mot là qui utilise, nous sommes la Venise d'Afrique. Ça traduit vraiment ce besoin-là de vouloir se comparer à des éléments extérieurs extrêmement connus dans le monde, pour se donner une certaine légitimation locale pour se sentir important. Mais ça, je pense que c'est des éléments aussi qui vont rimer aussi à des réponses, comme des réponses à des éléments écologiques. Parce que, est-ce que s'il n'y avait pas eu la montée des eaux, est-ce que les gens seraient vraiment prêts à mettre autant d'argent juste pour se faire remarquer? Je ne pense pas. Donc, je pense que dans un premier temps, il y a le changement écologique, les aléas climatiques, qui entraînent le besoin de pouvoir construire comme vous voyez là. Et ensuite, il y a une justification dans le milieu social pour dire, ben, j'ai été capable de m'adapter, j'ai eu les ressources pour m'adapter, j'ai eu l'idée qu'il faut, et je me suis inspiré même des cultures qui viennent de l'étranger, de sortir du cadre traditionnel habituel qu'on voit dans la cité. Et comme je suis spécial, et voilà, ainsi de suite. Donc là, on rentre dans un autre cadre, celui du parent, et ainsi de suite. C'est comme ça, moi, je comprends. Oui, ça pourrait être intéressant pour prendre un exemple que vous avez cité tout à l'heure, la rue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine a été un moyen de sortir des inondations du Vieux-Montréal. Donc, on est déjà plus haut, mais ça a été un moyen aussi de se construire